Salut, bonjour les investisseurs malins, puisqu'on est sur cette chaîne d'investisseurs malins. Vous êtes malins, ça tombe bien, j'ai un truc à vous dire dans quelques minutes. Donc écoutez-nous, d'abord on a plein de conseils à vous donner. Et puis vous allez avoir une belle surprise si vous êtes encore là dans quelques minutes. A tout de suite. Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la chance et le bonheur, tout ça, de recevoir pour une interview, pour parler d'argent, d'investissement, pour parler de plein de sujets, de tout ce dont on a envie de parler, Nathalie Cariou. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de me faire le plaisir de venir ravie. sur cette chaîne, moi aussi. On va parler de plein de choses, on va parler de ce dont on a envie, encore une fois, de parler. On va parler d'argent, bien sûr, c'est le thème de ma chaîne YouTube et d'investissement. Est-ce que pour commencer, pour ceux à qui tu aurais échappé sur Internet, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter et puis nous raconter ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Nathalie Cariou, ça tu l'as dit, je suis investisseuse et entrepreneuse. Les deux, c'est vrai que j'ai plusieurs entreprises. Aujourd'hui, je dois en avoir 7 en fonctionnement, j'en ai fermé d'autres avant. Voilà, il y en a toujours 7. Si ça t'intéresse, je t'expliquerai pourquoi 7. Ouais. Ça pourrait être 8, mais enfin pourquoi plusieurs. Et puis, j'investis également pour moi dans un certain nombre de choses. On va en reparler. En réalité, donc, je me suis intéressée depuis 10 ans à tout ce qui va être justement argent, liberté financière, mais peut-être avant tout l'argent. Et donc, parce qu'avant, je n'y étais pas du tout intéressée. Donc, il fallait un jour se décider à aller voir ce qui allait se passer là-bas. Des fois, quelqu'un me dit « Mais pourquoi tu t'es intéressée à l'argent ?» Je dis bah, « Parce que, donc, avant ça, j'ai fait du conseil en marketing et j'étais psychothérapeute. Et j'ai dû à peu près traiter tous les sujets dans ma vie, donc les relations avec mon papa, avec ma maman, avec ma sœur, avec les femmes, avec les hommes, avec les poissons rouges, enfin tout. Mais il y avait un sujet dont je n'avais strictement jamais parlé et même réfléchi sur le sujet, c'était l'argent, donc c'était le seul qui restait. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt un sujet sympathique, qui avait plein de dimensions qui me correspondaient. Et que, heureusement que j'ai fini par le rencontrer, parce que je crois qu'on était fait pour s'entendre. Je pense aussi, on est d'accord. Donc on dit investisseuse, je ne savais pas, mais je suis content de Moi, je dis investisseuse. D'accord, oui, très bien. Est-ce que, alors tout de suite, la question me vient, parce que tu dis j'ai traité tous les sujets, l'amour, les relations, les poissons rouges, et j'ai pas traité l'argent. Est-ce que quand tu t'intéressais pas du tout à l'argent, parce qu'on dit souvent, les gens qui pensent que l'argent c'est mal, du coup, consciemment ou inconsciemment, en auront moins. Est-ce que quand l'argent, tu t'y intéressais pas du tout, est-ce que tu avais des problèmes d'argent? Oui. J'allais dire oui et non. Ce qui a bercé mon enfance, c'est une petite phrase que ma maman me disait souvent, qui est « plaie d'argent n'est pas mortel ». Alors, plaie d'argent n'est pas mortel, c'est génial en termes de croyance, parce que ça a un côté positif et un côté négatif. Alors, le côté positif de la chose, c'est que, et c'est là où je pourrais dire que je n'ai pas eu de problème d'argent, c'est que, ayant créé un certain nombre d'entreprises, je suis entrepreneuse depuis quasiment tout le temps. J'ai été 5 ans en salarié dans une toute petite entreprise et au bout de 5 ans, j'ai créé ma première entreprise. Donc ça fait quand même quelques années que je suis entrepreneuse et je suis forcément passée par des hauts et des bas. Donc forcément, à chaque fois, comme j'ai créé une entreprise de conseil en marketing, et puis ensuite j'ai redémarré une activité de psychothérapeute, puis après j'ai redémarré une activité de coach en intelligence financière que je fais maintenant. Donc ça a fait à peu près ça en termes de finances. Et en réalité, ça m'a toujours complètement indifféré complet. D'accord. C'est-à-dire que donc l'intérêt de cette croyance, de cette petite phrase, c'est que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Quand on a de l'argent, on a de l'argent. Voilà. Donc c'est vraiment le truc dont je n'ai absolument rien à faire. Et encore aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, ça m'a vraiment permis de redémarrer plancher des vaches, de pouvoir dire, quelle que soit la situation, je lâche. Donc il n'y a pas la notion de ne pas pouvoir partir d'une situation parce que je m'accroche à un certain train de vie ou parce que je m'accroche à l'argent que je vais gagner. C'est ok, j'en ai plus, je vais m'adapter, ça va bien se passer. Donc ça, c'est le bon côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire, c'est que plaie d'argent n'est pas mortel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fout total. Et on s'en fout total, ça n'aide pas à en avoir. Bien sûr. Donc effectivement, c'est pas que l'argent était mal, encore que il y avait quand même quelques petites choses dans ma tête de l'ordre de
Moi, je fais un truc qui m'amuse, ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de faire des choses qui m'amusent dans ma vie. Donc moi, je fais un truc qui m'amuse, éventuellement, je me considère comme une personne avec une certaine spiritualité, mais il y avait quand même un peu ceux qui s'intéressent au fric, qui sont un peu matérialistes et bas de plafond. Eh ben, je suis devenue matérialiste et bas de plafond. Bonne nouvelle. Bienvenue. Je trouve ça très intéressant en fait ce que tu dis parce que ça apporte une nuance. C'est-à-dire qu'on a une croyance, on entend toujours cette chose de dire si tu t'intéresses à l'argent, tu vas avoir de l'argent, si tu t'y intéresses pas, tu vas pas en avoir. Et je pense qu'il y a des gens, moi j'essaye vraiment de faire ces vidéos, ces interviews pour les gens qui nous regardent, qui se posent des questions, veulent investir, veulent gagner de l'argent. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent, qui se disent en fait… Mais moi je déteste pas. Ouais. Et j'aime pas non plus, et où est-ce que je suis? C'est pour ça qu'il y a de la nuance, exactement. Ils disent, mais moi j'aime l'argent, pourquoi j'en ai pas? Comment ça se fait? Et ce que tu racontes est plus intéressant en disant, peut-être que pour toi l'argent n'était pas un problème, mais comme c'était pas non plus finalement quelque chose auquel tu t'intéressais plus que ça, et donc tu étais un peu un entre-deux, est-ce que tu penses qu'on peut dire que pour en avoir, il faut quand même vraiment s'y intéresser activement? Oui, parce que qui dit pas s'y intéresser, dit que éventuellement, alors soit on fait pas ses comptes, vous me direz si vous en avez assez, vous n'avez pas forcément besoin de faire vos comptes, mais quelque part on n'a pas envie non plus d'apprendre à en faire autre chose qu'un moyen de paiement. Et alors moi, pendant 20 ans, l'argent, ça a été un moyen de paiement. C'est-à-dire que j'ai payé mes factures avec, il fut un temps où je suis un peu collectionneuse sur les bords. Enfin, tes auditeurs sauront tout. Et donc, à un moment donné, j'avais fait une collection, j'ai toujours ma collection de parfums. D'accord. Et donc j'ai acheté des tonnes de parfums. Je veux même pas savoir, alors soit des miniatures, soit des gros, mais je veux même pas savoir le fric que j'ai fichu là-dedans. C'est-à-dire que concrètement, voilà, une bouteille de parfum, alors en euros, on va dire que ça vaut une centaine d'euros. Ouais, c'est cher, voilà, quand vous en avez 50, vous imaginez un peu ce que ça donne. On est très très content. Alors, on se dit mais à l'époque c'était même pas dans un truc en disant tu vas faire une collection de parfums donc tu vas un jour pouvoir la revendre. Non, c'est parce que j'aimais bien les parfums et que j'avais envie de faire une collection avec des belles bouteilles et des trucs et j'étais contente. Mais on se dit mais c'était la seule chose que je savais faire, quoi. C'était quelque part dépenser de l'argent. Ouais. Bon, ça c'était les périodes où j'en avais. Les périodes où j'en avais pas, je n'avais pas acheté de parfum. Tout allait bien. On est bien d'accord. Alors, c'est une transition parfaite, je te remercie, c'est pas fait exprès. Justement, à l'époque, l'argent pour toi, c'était un moyen de paiement. Ouais. Est-ce que tu pourrais essayer de nous dire, alors évidemment, je pense que c'est un sujet vaste pour toi, pour beaucoup de gens, qu'est-ce que aujourd'hui pour toi, l'argent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est un terrain de jeu. Ah, c'était une question pour plus tard, vas-y, dis-moi. C'est très bien, c'est parfait. En fait, c'est mes cartes de Monopoly. C'est-à-dire que si vraiment, c'est si je veux jouer aujourd'hui dans la vraie vie, je me suis rendu compte un jour, ça a été vraiment ma prise de conscience, que c'était chouette de dire que l'argent ne m'intéressait pas, que je pouvais faire sans, que moi j'avais un boulot qui m'intéressait ou qui m'amusait et que l'argent, enfin la rigueur, on s'en fiche. J'avais bien même créé un truc en disant, en fait, t'en as pas ou t'en as moins que tes copines et tes copains parce que toi, t'as pas le gène de l'argent. C'était les jours où je déprimais un peu en me disant quand même non mais t'as pas le gène de l'argent, tu sais pas faire, mais tu t'amuses, tu fais tellement des trucs amusants dans la vie que tout va bien. En réalité, même en faisant des trucs amusants, même si j'ai souvent changé de boulot parce qu'effectivement au bout de 5-10 ans ça commençait à m'ennuyer, donc il fallait que je voie quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que je suis devenue psychothérapeute. Donc c'était chouette, ok, donc certes il y avait de l'apprentissage, j'apprenais des choses, je faisais des choses qui avaient du sens pour moi, mais sauf qu'il y a un moment donné, quand on n'a pas les moyens, on finit par être super frustré. Et donc, a priori je suis une personne qui a plutôt des idées, qui est plutôt créative, et donc cette créativité, j'avais mes idées dans la tête, je me disais ça serait chouette 2, mais ça restait dans ça serait chouette 2. Et il n'y avait aucune réalisation possible parce que de toute façon, je n'avais pas l'argent pour le faire. Ouais, donc, il a fallu que je réalise que c'est quand même un moyen de faire que les choses puissent se faire en vrai pour arrêter d'être dans cette espèce de frustration de dire je peux rêver, je peux imaginer, je peux me dire que peut-être dans une autre vie, mais pourquoi pas dans celle-là. Et donc, c'est les billets de Monopoly. Alors, je trouve ça extraordinaire ce que tu dis parce que vraiment, en fait, moi ce que je comprends de ta réponse, c'est de dire en fait l'argent c'est le moyen d'accomplir ses rêves les plus fous. Et je pense qu'en fait la plupart des gens, toi, moi, on a des espèces de rêves un peu fous où on se dit non mais c'est des rêves fous, ça s'accomplira pas. Quand on me demande c'est quoi l'argent, moi je réponds c'est un ascenseur. Ouais. C'est un ascenseur entre les rêves et la réalité. Ouais. C'est-à-dire c'est un ascenseur entre toutes ces aspirations, ces rêves
et la matière. C'est une manière de mettre ses rêves dans la matière. Extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'adore effectivement au niveau de l'argent, parce que je pourrais vous dire aussi que c'est un outil de développement spirituel et personnel, c'est ce que j'ai découvert après. Donc au début je croyais que c'était juste un truc infâme, mais en fait c'est beaucoup plus exigeant qu'on peut le penser, et c'est aussi effectivement un moyen de développement spirituel, puisqu'en réalité ça permet de réaliser sa mission de vie dans la matière. Et ce que je trouve très intéressant avec l'argent, et notamment par exemple en termes d'outils de développement personnel, c'est que c'est le seul outil de développement personnel que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, qui intègre la dimension matière. C'est-à-dire qu'on va traiter du développement personnel, on va traiter de la confiance en soi, on va traiter peut-être de l'estime de soi, on va traiter de la responsabilité, on va traiter plein de trucs. Tout ça, voilà, ouais, plein de trucs. Virtuel. Mais il y a une dimension qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la matière. Autrement dit, à un moment donné, c'est super, tu as des aspirations, tu as des rêves, tu as envie d'eux, etc. Et maintenant, ton porte-monnaie, il dit quoi? Et ça, c'est quelque chose qui manque. J'allais dire chez beaucoup de personnes ou dans beaucoup de méthodes, parce que c'est très très facile de partir dans les nuages avec sa tête. Mais il y a aussi, on est censé être incarné pendant un certain nombre d'années, et donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Pour moi, partir dans les nuages, c'est se dire, c'est comme si on niait le temps de notre vie terrestre. On dit ouais super, on va travailler sur notre spiritualité ailleurs, et j'en suis ravie, et c'est super. Mais pour autant, à un moment donné, c'est oui, mais on t'a donné 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans de vie terrestre, on n'en aura jamais qu'une, donc il n'y en aura pas 36, il n'y en aura qu'une. Il y aura peut-être des réincarnations pour ceux qui y croient, mais dans ce corps-là, il n'y en aura pas 3. Donc, qu'est-ce que je fais de cette vie, dans cette époque-là, avec ce corps, etc. Et ça, avec ces moyens-là, et donc on a soit le moyen d'y échapper en disant bah, je m'en fiche et je ne regarde pas, soit je me donne les moyens de vivre cette vie-là, cette incarnation. J'adore. En fait, alors tu vois, c'est marrant que tu aies parlé de jeu et de Monopoly, puisque c'est une phrase que je t'avais entendu dire, et je voulais t'interroger en fin d'interview, et donc on est arrivé dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, ce que j'entends là de ta réponse, ce que tu nous racontes là, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus puissant que simplement le jeu et le Monopoly. Je trouve que même l'idée de l'argent et mes billets de Monopoly n'est pas assez. Enfin, ce que tu nous as raconté là est beaucoup plus puissant. Voilà, je pense qu'il faudrait. Limite, c'est presque pas une question de jeu, c'est une question de ce que tu as dit, un ascenseur qui va permettre d'incarner nos rêves les plus fous dans notre vie. Absolument. C'est encore plus puissant que le Monopoly finalement. Est-ce que tu penses que. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui ont des problèmes d'argent, pareil, peut-être des gens qui nous regardent, pour qui l'argent, c'est pas du tout un jeu. Non. Comment tu penses qu'on peut faire rentrer. Parce que bien sûr, on le voit avec les applications smartphones, etc., dès qu'on met de la gamification, donc du jeu, ça rend les choses plus ludiques, on a plus envie d'y arriver, etc. Comment tu penses pour quelqu'un qui ne voit pas du tout l'argent comme un jeu, comment il pourrait, selon toi, mettre un peu de jeu là-dedans pour justement essayer d'un peu lancer la machine et puis après atteindre ce niveau carrément de rêve, etc. Alors souvent, on ne voit pas l'argent comme un jeu parce que, j'allais dire, on donne de l'importance à l'argent, c'est-à-dire qu'on croit qu'il faut en avoir. On croit qu'il faut en avoir, on va s'accrocher à celui qu'on a. Et en fait, pourquoi l'argent n'est pas un jeu? Parce qu'on ne veut surtout pas perdre. On est en mode, j'ai 100 euros, ces 100 euros, il faut que je les garde absolument parce qu'il ne faut absolument pas que je perde. Donc il y a effectivement des personnes pour qui la réalité, c'est que si demain les 100 euros disparaissent, ils ne mangent pas pendant le restant du mois. Donc il y a cette réalité-là qui existe et il faut quand même en être conscient. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont s'accrocher à l'argent comme étant quelque part, si s'ils en ont plus, ils sont morts, alors que non, ils vont juste perdre de l'argent. Et moi, je trouve toujours assez amusant, il y a plein de personnes qui me disent ben oui, non, mais si je perds de l'argent, c'est terrible. Et par exemple, je veux investir, mais à condition que ce soit sécurisé. Et je dis, mais pourquoi tu demandes à l'argent un truc que la vie n'offre pas? La vie, elle offre aucune sécurité. Ça se trouve, demain, soit moi, soit toi, on sera amoureux. J'aimerais autant pas, ou j'aimerais autant que ce soit toi, ou pas moi. Donc, effectivement, néanmoins, on n'a aucune certitude là-dessus. Donc, pourquoi vouloir investir en disant, il me faut une certitude de gain? Je veux dire, certitude de gain, ça n'existe pas. Le principe de la vie, c'est que on n'a aucune certitude. Si ça se trouve demain, effectivement, on sera mort ou pas, ou on ne sait pas ce qui va se passer. Donc,
Donc il faut aussi savoir ne pas s'accrocher aux certitudes. Alors moi très souvent, aussi parce que je provoque quand même pas mal des fois, Moi aussi, c'est bien. voilà. Et je vais aussi dire, il y a des personnes qui vont dire ah oui non mais bon, je ne peux pas investir parce qu'il ne faudrait pas que je perde. D'accord, tu as des économies? Oui. Peu importe le montant, que ce soit 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, peu importe. Ok, tu as des économies, ils sont où tes économies? Elles sont en banque. Ok, elles te servent à quoi? Ben, à rien. Et en réalité, si vous avez, on va dire, 10 000 euros en banque, ou 50 000, ou 100 000 euros, ou 300 000 euros en banque, je m'en fiche, en réalité, cette somme-là ne fait aucun impact dans votre vie. La seule chose qu'elle fait, c'est de vous rassurer psychologiquement. Vous vivez peut-être un peu mieux, parce que vous dites que peut-être si jamais, vous pourriez avoir de l'argent. Mais ça, on peut se créer sa confiance psychologique sans avoir besoin d'avoir 300 000 euros à la banque. Et donc, globalement, cet argent-là, demain, il disparaîtrait, ça changerait. Mais alors, rien du tout à la manière dont vous vivez votre vie, quoi. Et ça, une fois qu'effectivement on a pris conscience de ça, alors, au début, ça fait « Ah, bah oui ». Non. Et cet argent-là, il n'est plus là, quoi. Oui, on peut dire, il y a toujours, tu sais, ce fameux matelas de sécurité pour vivre 6 mois, 1 an, si on perd son job, si on a un pépin de santé. Mais si effectivement tu as 300 000 euros sur ton compte et que tu as besoin de 30 000… Bon, puis en plus, il faut avoir le pépin de santé, si on n'a pas… voilà. Si les 270 000, enfin les 90% disparaissent, ça te changerait. Ouais, c'est intéressant. Alors, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que tu relis, et alors je vais te le dire très franchement, c'est un lien que j'avais jamais fait, alors qu'il est évident, donc merci de venir sur la chaîne YouTube et de le faire. Non, mais c'est effectivement, moi, alors c'est très français de ne pas accepter le risque, de dire je vais investir, mais je veux prendre aucun risque. Donc effectivement, tu l'as rappelé, pas de risque, pas d'investissement. Et c'est là où la notion de jeu, finalement, elle entre en jeu, petit jeu de mots. C'est qu'effectivement, qui dit jeu dit risque. Et il faut accepter de prendre du risque, et donc on peut voir l'investissement comme un jeu. Dans un jeu, on risque de perdre, mais on risque de gagner. C'est pareil avec l'investissement. Et si on joue avec de l'argent qui en fait n'a aucun impact dans notre vie, juste nous rassurer dans la tête, ça devient beaucoup plus simple. Comme d'habitude, les investisseurs malins, bien sûr, l'élément important à tirer de cette petite pépite, c'est qu'il faut accepter le risque. Le risque, la peur du risque, c'est vraiment très très français, on est les champions, mais pas d'investissement sans risque et pas de gain sans risque. C'est comme quand vous jouez au Monopoly, vous prenez le risque de perdre, mais vous pouvez aussi gagner. Ça c'est super, je te remercie Nathalie d'avoir bien packager tout ça dans une petite boîte facile à digérer. Alors, beaucoup de gens qui nous regardent, je change un petit peu de sujet, enfin j'enchaîne en tout cas. Tu nous as parlé de tes 7 boîtes, alors pourquoi 7? Peut-être que déjà tu voulais nous parler de ça. Pourquoi pas parce que une partie de mon jeu à moi consiste à tirer parti, on va dire, de ce que la loi me donne comme possibilité, notamment au niveau optimisation fiscale. Bien sûr. Donc, je vais d'abord, rester en France. Pour ceux qui ont envie de partir à l'étranger, ça les regarde. Moi, je considère qu'à partir du moment où ma clientèle est en France, alors pas seulement avec l'immobilier, mais aussi donc une de mes boîtes travaille sur Internet, parce que je fais des programmes sur Internet pour apprendre à gérer l'argent, à s'occuper de son argent, à investir éventuellement. Donc tout ça, effectivement, mes clients sont à 90% français et les 10% restants restent francophones et les 10% restants sont plutôt au Canada, en Suisse et en Belgique qu'en Côte d'Ivoire. Même s'ils peuvent être francophones en Côte d'Ivoire, néanmoins, bizarrement, j'ai moins de clients de ce côté-là. Autrement dit, ma clientèle fait partie du monde occidental. Donc à partir du moment où effectivement mes clients font partie du monde occidental, je ne vais pas partir quelque part en disant je tire parti d'une clientèle occidentale tout en profitant d'un niveau de vie qui pourrait être celui d'ailleurs. On va dire Costa Rica ou on peut trouver autre chose. Bon, Thaïlande. Ou Maurice ou des choses comme ça. Oui, absolument. Donc ça c'est effectivement une raison. Il y a une autre raison pour laquelle effectivement j'ai l'intention de rester en France, c'est que je trouve que tout compte fait, en fait j'ai toujours pas trouvé le paradis fiscal qui me va bien. C'est-à-dire une île. C'est fermé, on tourne en rond, c'est pas possible. Et j'ai un peu la sensation qu'il y a quand même un certain nombre d'autres endroits où quand même on se fait suer à 3 sous de l'heure et ça, il n'en est pas question. Voilà. Donc, l'idée étant par contre de pouvoir tirer parti d'un certain nombre de choses qui existent, de lois qui existent,
Et donc pour ça, ça veut dire des montages. C'est un petit peu plus compliqué, pour un petit peu la tête, mais ça peut aussi être amusant. Voilà. Et ça permet d'optimiser. Et ça permet effectivement de tirer parti de deux, trois options fiscales qu'on peut avoir. Donc après, c'est des sociétés, alors toutes les sociétés ne font pas la même chose. Donc j'ai des sociétés qui font effectivement plutôt de l'immobilier, puisque j'aime bien investir dans l'immobilier. D'ailleurs, on est dans un bel espace. On pourra expliquer le pourquoi du comment, mais effectivement, j'aime bien investir dans l'immobilier. Donc, il y a effectivement des sociétés qui sont des sociétés immobilières et j'ai des sociétés qui sont des sociétés liées à cette activité d'accompagnement sur Internet. Et puis, 2 ou 3 autres sociétés qui sont, alors une qui s'appelle les éditions de l'Argentière, qui me permettent d'éditer des programmes qui ne sont pas forcément les miens, mais qui peuvent être les programmes d'autres. Voilà, une société qui fait du réseautage, comme on dit, qui s'appelle Chemin de Femme. Voilà, plein de choses. Et une holding, donc ça c'est effectivement, qui chapeaute un certain nombre de sociétés. Important. Alors, est-ce que justement tu accompagnes tes clients sur la partie fiscale, sur la partie optimisation? Oui, tout à fait. Super. Donc, ça, donc j'accompagne mes clients sur la partie fiscale, en tout cas dans le cadre du programme Risque et Liberté. Je suggère vraiment à tout le monde de se former sur la fiscalité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors très souvent, c'est vrai que j'ai des montages qui peuvent être, par exemple, sur l'immobilier, j'ai une SCI, mais j'ai aussi une SNC. Donc la plupart des gens me disent d'abord c'est quoi une SNC? C'est une société en non collectif. Généralement, c'est associé à des commerçants, puisqu'on est commerçant quand on fait une SNC. Et moi, j'ai une SNC qui a acheté un bien immobilier. Et donc, on me dit, pourquoi voilà, donc il y a plein de raisons. Pourquoi tu as fait une SNC pour acheter un bien immobilier? Et puis, alors, donc plein de raisons. Puis après, on me dit, mais comment tu fais tes montages et qui est-ce que je dois aller voir? Et généralement, je réponds, c'est moi qui fais mon montage. Donc, effectivement, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai suffisamment de bagages au niveau fiscal et que ça peut être vraiment le territoire sur lequel j'investirai le plus en termes de formation. Donc suffisamment de bagages au niveau fiscal pour aller créer le montage qui me va bien en me posant la question de voilà, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux de la TVA, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux de la plus-value, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux voilà, être imposé à l'impôt sur le revenu, est-ce que je veux être imposé à l'impôt sur les sociétés? Ok, je vais réfléchir, je vais monter tout ça, ça peut me prendre quelques nuits quand même, hein. Des fois c'est un petit peu sympathique. Et puis après, je vais aller voir mon expert comptable en disant, bon ben voilà, j'ai ça, j'ai créé ça, c'est ça le montage que je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? Et il va me dire, bon ben là, il y a 5% de telle société à 5% de la nouvelle société, c'est pas possible, il en faut un petit peu plus ou il en faut un petit peu moins. Donc il va réajuster et après il va me dire, ok, c'est bon, entre guillemets. Alors le c'est bon chez un expert comptable, ça veut dire, si jamais je dois aller le justifier dans un contrôle fiscal, je sais le faire. Ouais, c'est voilà, ça. exactement. Donc c'est ça justifiable. Alors, j'avais pas prévu de te parler de ça, mais tout de suite, ça me vient en t'écoutant. Moi, j'ai repéré un truc. Peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Tu vas me dire, et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on va en discuter. Moi, j'ai l'impression, très, très sincèrement, que... Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que la fiscalité, c'est une passion des Français. Hein. La fiscalité, ça passionne tout le monde. Tout le monde, en tout cas, dès qu'il y a quelque chose, et la fiscalité, les fiscalités, oui et non. etc. Ouais. Je pense que ce qui passionne les Français, c'est de ne pas payer d'impôts. Ouais. C'est pas la fiscalité. Parce qu'en réalité, la fiscalité, c'est pas ne pas payer d'impôts. Non. C'est éventuellement, à un moment donné, optimiser pour regarder. D'abord, c'est pas forcément ne pas en payer. Je pense que je joue pas tous les matins à regarder combien d'impôts je paye, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de zéros. On doit être effectivement dans les 6 chiffres, mais pas à titre perso. Je déteste payer des impôts à titre personnel, je préfère les payer au titre d'une société. Ça, c'est mon choix, mais ça pourrait être... Bon, déjà, c'est plutôt plus intéressant de payer 15% au titre d'une société plutôt que 30 ou 40% à titre personnel. Donc, c'est quand même une question de chiffres. Mais dans tous les cas de figure, effectivement, les Français sont très intéressés à ne pas payer d'impôts. Et j'avoue que ça, je trouve ça d'abord un peu bizarre parce que... Je suis assez d'accord. La manière la plus facile de ne pas payer d'impôts, c'est de ne pas gagner d'argent. C'est un bon problème de payer de l'impôt. Voilà, donc c'est un bon problème. Donc on ne commence pas par optimiser. Ouais, c'est ça. On réfléchit ensuite éventuellement à optimiser. Mais au début, quand on gagne 100 €, on gagne 100 €. C'est la même chose pour la création d'entreprise. J'ai plein de personnes qui me disent « Oui, mais alors attends, quel type d'entreprise il faudrait que je
je crée, même pas pour des questions d'impôts, mais tout simplement quelle entreprise il faudrait que je crée. Oui, mais tu as commencé à bosser? Ben non. Commence déjà, gagne de l'argent, et après on va rectifier au niveau l'entreprise. Je suis d'accord à 1000% avec toi. C'est ça la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as remarqué comme moi honnêtement en fait ça m'énerve, je trouve ça dommage, qu'il y a beaucoup de gens qui finalement se freinent dans leur… tu vois, ils veulent investir, ils disent bon bah voilà je vais investir dans tel ou tel truc, alors évidemment avec moi c'est les startups, avec toi c'est peut-être l'immobilier, la bourse, etc. Et qui se disent mais il faut encore que j'optimise la fiscalité ou il faut encore que je réfléchisse à la fiscalité et qui du coup passent pas à l'action. Et à cause de la fiscalité, finalement, ils font rien. Tu as repéré ça toi aussi? Oui, tout à fait. Ça me rend fou. Donc on ne commence pas par la fiscalité. On ne commence pas par se dire bah oui, je vais gagner de l'argent donc je vais payer des impôts. Bah oui, tu vas gagner de l'argent donc tu vas payer des impôts. Très souvent, moi je propose à mes clients un petit test parce que j'ai très souvent des personnes qui arrivent et qui me disent ah oui, mais je paye trop d'impôts. Ok, combien tu payes? Et donc systématiquement, je pourrais vous demander la même chose, c'est vous regardez combien vous payez d'impôts, vous prenez votre revenu, et vous faites un truc très bête, c'est vous divisez les impôts par le revenu. Donc ce n'est pas tout à fait la tranche marginale d'imposition, en fait, c'est très très différent. Donc vous prenez le montant d'impôt que vous payez par le montant de revenu que vous avez et vous arrivez à 1%. Vous multipliez par 100 et vous arrivez à un pourcentage. Et je vais peut-être choquer des personnes, mais pour moi, quand on est en dessous de 25% ou jusqu'à 25%, c'est pas de la confiscation fiscale. C'est tout à fait normal. Donc entre 0 et 25, il n'y a même presque pas à s'en inquiéter. À partir de 25, on peut commencer à regarder, à optimiser, à se poser la question, à se dire s'il n'y a pas d'autres systèmes. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient en me disant je paye grosso modo 10% d'impôts et c'est trop, non, c'est pas trop, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal de contribuer. Alors voilà, c'est peut-être pas politiquement correct, peut-être ça choque, mais tant pis. Je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, il faut se poser la question, faites ce calcul, voilà, tu peux mettre la vidéo sur pause et tu calcules combien tu payes d'impôts au final et demande-toi, est-ce que si je double mes revenus, donc je sais pas quoi, tes revenus c'est, j'en sais rien, 50 000 € par an, tu payes 10%, ça fait 5 000. Est-ce que si tu doubles tes revenus, donc tu passes de 50 à 100 000, est-ce que tu serais pas prêt à garder le même pourcentage, c'est-à-dire payer 10 000 ou même passer de 10 à 15%, c'est-à-dire tu gagnes 100 000, tu payes 15%, tu payes 15 000, il te reste 85 000. C'est beaucoup plus que les 40 000 que voilà. Absolument. Donc on est super d'accord là-dessus et toi tu dois l'observer d'assez près. Donc toi tu accompagnes tes clients sur la fiscalité, mais quand ils en ont besoin. Exactement. C'est pas forcément le point d'entrée, c'est pareil, on peut parler de montage de société. Effectivement, j'ai une holding, oui, j'ai des SCI, des SNC, des SARL, des SAS, enfin bon, à peu près tous les types de sociétés. Tant qu'à en avoir plusieurs, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs formules parce que ça donne les avantages et les inconvénients de chacun. Néanmoins, on ne va pas créer une holding pour créer une holding. Enfin, je veux dire, le nombre de personnes qui viennent en disant bon alors je vais créer une SCI. Pourquoi tu veux créer une SCI? Commence déjà par acheter un truc, même si c'est de l'immobilier. Et voilà. Même chose pour ce qui peut être de l'investissement. Commence déjà par investir à titre perso, puis on verra après. Donc on n'a pas toujours besoin d'avoir des structures. Et des structures, ça veut quand même dire effectivement une grosse complexité. Des coûts. Ça veut dire une grosse complexité, ça peut vouloir dire des coûts. Alors c'est vrai que moi j'y échappe en grande partie parce que je sais m'occuper d'une comptabilité. Voilà. Donc il y a ça. Alors pour les grosses, c'est pas moi qui fais, mais pour les petites, soit c'est moi qui supervise, soit c'est moi qui supervise, on va dire ça comme ça. Donc globalement, effectivement, j'échappe à un certain nombre de coûts, mais c'est vrai que ça veut dire des coûts aussi. Bien sûr. J'ai beaucoup de monde dans mon club qui entendent parler de holding et qui disent ah bah je vais investir dans les startups, je vais créer une holding. Et je dis mais attends. Pourquoi faire? À moins que tu investisses des centaines de milliers d'euros par an, là ok, mais sinon crée pas de holding, investis tout seul. Donc on a le même sujet. Alors, toi ton métier, à part investisseuse, c'est aussi entrepreneuse et tu apprends à tes élèves à devenir libre et indépendant financièrement, si je dis pas de bêtises. Oui, absolument. Et alors, j'imagine que ça fait partie de ce que tu leur apprends, mais je ne voudrais pas te poser la question qu'est-ce qu'il y a dans ton programme, je voudrais te poser la question, toi Nathalie, si demain matin, tu repartais de zéro, tu es à la rue, tu es logé dans un minuscule appartement et tu as une connexion internet, une caméra éventuellement, je ne sais pas si ça rentre dans ton… Voilà. Tu repartais de zéro, tu n'avais pas de patrimoine, pas d'investissement, etc. Il y a une chaîne YouTube, tout ça.
Ah, mais non, mais t'avais plus de chaîne YouTube. Ah oui, j'ai plus Tu rien. repars de zéro. Ouais, Ouais, t'as plus de chaîne YouTube. Alors, bien sûr, t'as une chaîne YouTube avant de retrouver Nathalie. J'ai quand même le droit d'avoir une caméra. Bien sûr, ouais, t'as le droit d'avoir un iPhone, tu vois, pour te filmer. Ok. Mais t'es pas obligé de repartir dans YouTube, justement, c'est une question complètement ouverte. Et je pose la question parce que, en fait, c'est l'idée d'avoir un peu selon toi, la meilleure méthode que des gens qui nous regardent, qui partent de zéro, pourraient imiter en disant, bah, c'est la méthode de Nathalie. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, avant de répondre ça, je dirais qu'effectivement, sur les investissements, et ça, oui, je l'apprends dans mon programme, on a quand même deux grandes familles. On a la famille, j'ai de l'argent et je vais le faire travailler. Et on a la famille, j'ai pas d'argent et je vais en créer. D'accord, ouais. Donc, dans la famille, j'ai de l'argent et je vais le faire travailler. Alors, soit j'ai de l'argent, soit j'en emprunte au banquier. Parce qu'on peut ne pas l'avoir à soi perso. Mais dans tous les cas de figure, même si vous l'empruntez au banquier, vous avez récupéré de l'argent, après, vous le faites travailler. Donc ça, c'est le principe de l'immobilier, avec un effet de levier qui est important, puisqu'effectivement, on peut emprunter. Donc l'emprunt est quand même... et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait de l'immobilier, parce qu'en l'occurrence, donc je fais une aparté, mais Vas-y, je t'en prie, bien tant sûr. pis pour toi. Non, très bien. Au C'est contraire. que moi j'ai démarré, j'avais 40 ans passés. Donc 40 ans passés et en n'ayant jamais investi de ma vie un seul copec. Alors j'avais un petit peu de réserve parce que je n'avais pas investi mais que j'avais dû hériter d'une grand-mère ou d'un truc comme ça. Donc je m'étais un peu appauvri au fur et à mesure du temps, mais enfin il me restait quand même un petit peu de sous. Donc j'avais éventuellement de quoi avoir un capital à un moment donné, mais en termes d'investissement, c'était pas terrible. J'avais jamais investi, j'avais des revenus qui étaient très bof. Mais j'avais décidé que comme j'étais parisienne, il fallait que j'achète un appartement à Paris. Donc pourquoi est-ce que donc acheter un appartement à Paris, il vaut mieux quand même avoir un petit peu de capital au bout, parce que donc je suis allée voir un banquier, je gagnais 4 000 € par an. La fin de la phrase est importante. C'est ça, et je suis allée voir le banquier en lui disant je voudrais emprunter 850 000. Ah oui, habile. Et ben il a dit oui. C'est vrai? Ouais. Incroyable. C'est dingue. Donc après, forcément, bon, voilà, je ne l'ai pas fait non plus toute seule, je me suis associée, Bien j'ai sûr. créé quelque chose, je lui ai montré que j'avais gagné de l'argent avec. C'était pas non plus juste, voilà, c'est pour me loger, non, non, ça ne marche pas. Enfin bref, ça a été quand même un pari assez intéressant. Donc ça, pourquoi effectivement l'immobilier? Parce que cet effet de levier qui fait que jamais de la vie, j'aurais pu avoir le même levier si j'étais pas allé voir l'argent du banquier. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, quand vous n'avez pas d'argent, eh ben, il faut en créer. Et donc, créer de l'argent, il n'y a qu'une solution pour créer de l'argent, en fait. Les gens, des fois, ils viennent, ils disent « j'ai trouvé un système génial ». Ok ? Et le système génial, il repose exactement sur le même... Enfin, je veux dire, un truc qui existe depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que l'argent, c'est une surface d'échange. Donc, il va falloir échanger un truc contre autre chose. Et en fait, échanger un truc contre autre chose, généralement, ça s'appelle un business. Donc en réalité, si on veut gagner de l'argent, il va falloir créer une entreprise. Enfin, créer une entreprise, enfin créer un business. Une activité, ouais. Une activité, exactement. Et donc, c'est avec cette activité qu'on va gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, si je devais démarrer à zéro, effectivement, je pourrais utiliser mes compétences. J'ai le droit de garder mes compétences. Ouais, c'est toujours toi. C'est toujours moi. Donc, je pourrais utiliser mes compétences Internet pour redémarrer dans un business Internet. Pourquoi ? Parce que ça permet de démarrer avec effectivement une caméra, un ordinateur, une connexion, c'est quand même mieux. Et puis, on tricote. Donc, on tricote. Le problème, c'est que ça peut mettre un petit peu de temps à tricoter. Donc, il ne faut pas imaginer qu'en 2 minutes et demie, on va y arriver. Il va falloir, alors si vous avez quelque chose, si vous êtes sur un secteur très porteur et où ça marchera très bien, vous allez mettre entre 3 mois et 6 mois pour gagner de l'argent. Et dans un secteur moins porteur, ça va être quand même minimum 1 an pour arriver à avoir suffisamment d'audience pour pouvoir développer un truc. Alors quand je dis un secteur porteur, je vais les résumer pour que vous voyez un petit peu, voilà. C'est grosso modo la voyance et la voyance. Ça se passe bien. La voyance. Donc tu crées une chaîne YouTube sur la voyance, toi? Ben non, parce que comme j'ai pas trop de talent dans l'histoire, je le ferai pas. Mais ça pourrait, si j'en avais des talents, ça pourrait. Clairement, c'est un des secteurs qui fait qu'on peut gagner de l'argent en 6 mois. Nathalie à venir. Nathalie à venir. Sans quoi, ça marche pas très bien. Donc, je ne sais pas sur quoi je pourrais faire quelque chose, mais voilà, ça mettrait de toute façon un petit peu de temps. Donc, je pense que, en attendant, j'utiliserai une autre méthode que j'enseigne et que j'aime beaucoup, qui s'appelle la sous-location.
Ah, oui, oui. Donc, Tu lui vendis 2 mots? Oui, bien Ouais. sûr. Donc, je pense qu'effectivement, et là, par contre, ça, c'est ce qui s'appelle une usine à cash. Ça s'appelle une usine à cash immédiate. Généralement, la plupart des gens ne le font pas parce que c'est beaucoup trop facile. Donc, ça heurte la croyance énorme que c'est très, très compliqué de gagner de l'argent. Le nombre de personnes à qui j'ai parlé, à qui j'en ai parlé, ou à qui je leur dis, mais allez-y, quoi, et qui me reviennent après en me disant, ouais, non, mais je ne l'ai pas fait, parce que quand même, alors, forcément, il y a toujours des problèmes comme partout, hein, rien n'est magique, mais quelque part, pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que si jamais ils l'avaient fait, ils auraient gagné de l'argent. Croyance limitante. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc la sous-location, c'est tout simplement de prendre un bien et de le relouer, bien évidemment avec l'accord d'un propriétaire. On ne fait pas ça en loose day, ça n'existe pas. Donc on fait ça de manière très ouverte et on déclare complètement ce qu'on fait. Et puis, bien évidemment, on ne loue pas quelque chose pour le relouer de la même manière juste après. Donc ça fonctionne avec de la location courte durée, ça fonctionne éventuellement avec de la colocation, même si au début je vous le déconseille en fait. Et en réalité, c'est très 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 facile à mettre en place. Très intéressant. C'est très facile à mettre en place, ça veut dire qu'il faut un petit peu d'apport, donc peut-être que si vraiment je repartais de zéro, j'irais voir Gabriel pour qu'il me prête 1000 € pour pouvoir payer la caution. Donc j'irais récupérer de l'argent sur 4 copains si vraiment j'avais pas de quoi faire, pour pouvoir ensuite démarrer là-dessus. Super. Parce que là, je sais que j'aurai très vite de quoi déjà vivre tranquillement. Donc si vous voulez apprendre la sous-location, vous pouvez aller Aussi. voir Nathalie. Je crois que tu es une des seules à enseigner ça. C'est assez. En tout cas, je l'enseigne. Alors, je ne suis pas forcément la seule. Il y en a d'autres qui s'y sont mis. Moi, après, j'ai inventé le système encore en l'an 2000. Donc, autant dire que. Voilà. Ouais, Avant YouTube. Avant YouTube. YouTube n'existait même pas. Exactement. Donc, j'ai commencé en l'an 2000 là-dessus. Je ne savais même pas d'ailleurs que j'ai inventé le système en fait. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça. Je l'ai fait et puis après, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant pour gagner de l'argent. À l'époque, c'était juste parce que je m'installais en tant que psychothérapeute et je ne voulais pas payer cher en termes de cabinet. Donc, c'était plutôt une manière de faire payer les autres pour ne pas payer mon cabinet trop cher. Et puis, voilà. Depuis, j'ai découvert que ça pouvait être aussi une manière d'avoir des revenus, mais ça, c'est encore autre chose. Et en tout cas, je l'enseigne d'une manière qui soit relativement simple et facile à mettre en place. C'est surtout ça. C'est chouette. Très chouette. Alors, je dis souvent, donc, ta réponse à la question si je repars de zéro, c'est qu'il faut créer un business. Un business, c'est une surface financière, un échange de services. Absolument. Là, je te suis parfaitement. Donc, toi, tu en as 2 avec lesquels tu repartirais. La sous-location, le business internet, par exemple, YouTube. Très simple. Personnellement, sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas si on est d'accord, j'ai plutôt tendance à dire que n'importe qui ne peut pas forcément devenir entrepreneur, que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Je pense que tout le monde peut être investisseur, c'est plus facile, mais entrepreneur à plein temps, moi je dis que c'est pas fait pour tout le monde, mais je me trompe peut-être. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'effectivement, dans les 2 options, il y en a la sous-location, ça reste du business, mais effectivement qui est basé sur de l'immobilier, donc sur de l'investissement. De l'autre côté, si demain vous voulez vous lancer sur Internet, c'est sûr que il va falloir apprendre quelques petites règles de marketing, quelques petites règles de savoir se faire connaître, et ça demande à la fois du travail et à la fois de la compétence que peut-être que tout le monde peut acquérir, je ne sais pas, encore mais que beaucoup n'ont pas de naissance en tout cas. Et personnellement, en fait, je pense que beaucoup de gens se découragent trop vite et n'ont pas finalement moi j'appelle ça le feu sacré pour aller au bout des choses. Toi, tu as parlé de 3 à 6 mois ou d'1 an. Très honnêtement, moi je pense presque que tu es déjà optimiste. Moi je pense qu'il faut peut-être 2 ans. Pour commencer, on est d'accord. Je pense qu'en fait, il faudrait presque se dire je ne regarde pas les résultats pendant 2 ans et dans 2 ans je verrai. Mais que la plupart des gens abandonnent avant les 2 ans. Il y a ça, il y a aussi que beaucoup, enfin c'est beaucoup. Oui, de nature, on est beaucoup plus producteur qu'on est commerçant. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce qu'on aime, c'est produire un truc. Et des fois, on s'installe en tant qu'entrepreneur parce qu'on aime produire un truc. Si je symbolise, j'aime faire des colliers de nouilles. Je crée une boîte qui va vendre les colliers de nouilles parce que moi, j'aime bien produire mes colliers de nouilles.
Donc j'aime bien enfiler des nouilles sur un fil, donc super. Donc ça c'est le truc que j'aime faire. Et je me dis, si je crée une entreprise, je vais devenir entrepreneur, je vais les vendre. Mais je vais les vendre pourquoi? Parce que tout simplement ça me donnera l'occasion de les faire. Oui, c'est ça. Parce qu'à force j'en ai beaucoup chez moi, donc je ne sais plus quoi en faire, donc il faut que je les vende. Voilà. Le problème c'est que d'abord je n'ai pas vérifié si qui que ce soit à part moi était intéressé par les colliers de nouilles. Et deuxièmement, donc j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas vérifié, je sais pas si ça intéresse quelqu'un à part moi, et encore moi ça ne m'intéresse pas parce que quelque part j'ai pas envie de le porter, le collier de nouilles. La seule chose que j'ai envie c'est de le faire, voilà, parce que voilà. Donc déjà moi je suis pas intéressée par mon propre business, mais enfin bon peu importe. Donc peut-être qu'il y a personne qui est intéressé par mon business, et puis surtout si je crée une activité d'entrepreneur, il va falloir que j'aille au charbon, c'est-à-dire j'aille vendre et que je prenne du plaisir à ça, et que je prenne du plaisir à me faire connaître, et que je fasse des vidéos sur YouTube, ou que je fasse des jolies photos, ou que peu importe. Et la plupart des personnes ont juste envie de faire des colliers de nouilles. Et pas de développer un business. Et pas de développer un business, et pas parce que la vente, le marketing, La comptabilité. La comptabilité aussi, donc ça c'est effectivement une autre partie. Mais c'est généralement pas le côté administratif qui fait qu'ils font pas. Ce qui fait parce qu'ils se disent ça, je vais confier à mon expert comptable. C'est un tort, parce qu'on ne confie pas sa comptabilité à son expert comptable sans être capable de regarder ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Parce qu'après on a des catastrophes, on se demande pourquoi est-ce que l'expert comptable ne répond pas aux questions, tout simplement parce que vous ne les posez pas. Donc si vous ne posez pas les questions, il ne peut pas y répondre. Et bizarrement, moi quand je parle à mon expert comptable, il me répond, même sur des trucs très compliqués, alors que j'ai plein de gens à qui il répond à côté, tout simplement parce que vous ne savez pas poser les bonnes questions. Mais bon, ça c'est un autre programme qui s'appelle Finance Pro, à l'occasion, j'ai aussi pour les entrepreneurs. Très bien. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai dit effectivement, c'est surtout parce que les gens ont du mal à imaginer qu'ils peuvent vendre ou qu'ils peuvent faire du marketing. Et pourtant, c'est ce qui fait que le business va fonctionner. Donc c'est surtout ce frein-là qui fait que tout le monde n'est pas entrepreneur. D'accord. Alors maintenant, pour réconcilier les gens avec le marketing, je ne sais pas si c'est les femmes ou les hommes que je vais réconcilier avec le marketing, mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis toujours que le marketing, on en fait sans arrêt. On en fait à chaque fois qu'on va à un premier rendez-vous avec quelqu'un. Un premier rendez-vous avec quelqu'un, on y va rarement en pyjama. Pas maquillé, ou pas coiffé, ou pas lavé. Vous prenez en mode féminin ou masculin, peu importe. Bref, a priori, quand vous allez à un premier rendez-vous, même le deuxième, le troisième, après on ne sait pas, a priori, vous faites du marketing. C'est-à-dire vous faites en sorte que la personne en face vous trouve sympathique et ait envie de vous revoir. C'est ni plus ni moins que la même chose que ça. On ne commence pas par parler de sa relation dysfonctionnelle avec son ex. On ne parle pas de sa relation dysfonctionnelle, on ne vient pas en pyjama, on se brosse les dents, tout ça. Voilà, exactement. Ok, très cool. Hyper intéressant. Donc, peut-être que si tu te réconcilies avec le marketing, tu peux être entrepreneur. Et peut-être que tout le monde peut être entrepreneur à tester. Tu nous diras dans les commentaires. Nathalie, j'ai encore quelques questions à te poser pour finir. On approche tranquillement, mais j'ai encore plusieurs sujets. Premièrement, une question que je pose à tous mes invités, parce qu'on est sur une chaîne qui parle d'investissement. Quel est selon toi le meilleur investissement que tu aies fait de ta vie? Pas facile. Bon, je pourrais te répondre que c'est d'avoir investi sur moi. D'accord. C'est un peu bateau, mais c'est quand même pas faux. Tu nous expliques? En réalité, peu importe l'investissement que je peux avoir fait, ce qui est important, et pour moi, c'est peut-être ma définition pour de la liberté financière, si tant est que, c'est que même si tout va mal, je peux en démarrer. Et c'est pour ça que c'est le meilleur investissement de ma vie. Si demain, je perds 100, 200, 300 000 euros, ça va me faire gloops. J'imagine. Très, très gloops, je vous le dis. Mais néanmoins, ça, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, je sais que j'ai la capacité de recommencer. Et donc, c'est avec ce que j'ai dans la tête. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à faire avant même d'aller vers des investissements extérieurs, c'est de regarder comment est-ce qu'on investit dans ses compétences, dans ses connaissances, pour pouvoir effectivement monter son niveau de connaissance et démarrer ce qu'on veut, un business, des investissements, etc. Après, le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie, j'allais dire, je te le dirai bientôt,
Parce que des fois, les investissements, il faut mettre de l'argent sur la table et on attend un peu avant que l'argent revienne. Absolument. Donc, un jour, je me suis dit, tiens, tu vas acheter des arbres en Thaïlande. Des arbres spéciaux, mais enfin des arbres quand même. Donc, si un jour, je retrouve mes arbres, ils auront fait beaucoup de petits. Mais si ça se trouve, entre-temps, je ne les retrouverai pas. Donc, dans ce cas-là, j'aurais perdu 25 000 euros. Donc, soit j'aurais perdu 25 000, soit j'aurais gagné 150. Au choix. Super. Voilà. D'accord. La notion de risque, tu es tout à fait à l'aise avec ça. Et c'est OK. Tu es prête à perdre, bien Voilà. sûr. Et d'ailleurs, alors tu sais, en mathématiques, tu connais ça par cœur, il y a quelque chose qui s'appelle l'espérance. Et donc, l'espérance de ton investissement, c'est que tu fais moins 25 plus 150, tu peux perdre 25 ou gagner 150. Alors, en admettant mathématiquement que ce soit une chance sur deux, ce qui dans la vraie vie, c'est différent, mais on ne connaît pas la probabilité. On ne connaît pas. Mais ça veut dire que l'espérance, c'est 125, c'est-à-dire plus 150, moins 25 égale plus 125, c'est-à-dire que c'est un bon pari. Mathématiquement, c'est un bon pari à faire puisque son espérance est positive. Fin de la parenthèse. Alors, j'ai une toute dernière question globale à te poser, Nathalie, mais avant ça, tu voudrais, je crois, nous parler d'un programme qui sort ces jours-ci. Oui, alors dis-nous même tout. plusieurs choses. Donc, avant même le programme Richesse et Liberté que je vais relancer pour la 9e année très prochainement, j'ai eu le plaisir de t'interviewer. Hein, donc on va pouvoir te retrouver dans la semaine de la liberté financière. Donc la semaine de la liberté financière, elle commence dans les jours qui viennent. C'est un événement totalement gratuit, c'est en ligne. Donc dans votre salon ou dans votre baignoire, ça vous fait plaisir. Il y a des personnes des fois qui me disent « Ah Nathalie, quand même, t'as pris ton bain avec moi ». Ouais, mais j'ai pas eu de bénéfice. Hein. Moi, j'étais toute sèche hein, après. Ça marche pas bien. Bon, bref, tant pis. Donc ça peut compatible avec le bain. Voilà, compatible avec le bain, compatible avec plein de choses. Donc la semaine de la liberté financière, c'est en fait des experts d'un certain nombre d'investissements que je fais venir. Donc il y en a qui vont parler justement de business, il y en a qui vont parler d'investissement, qui vont parler d'immobilier, qui vont parler d'investissement dans les startups, mais vous les connaissez par cœur parce que Gabriel, vous connaissez par cœur. Donc un certain nombre de personnes qui vont venir parler de qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous allez les découvrir dans cette semaine de la liberté financière, des fois découvrir alors leurs conseils, mais aussi leur vie. Moi, je trouve que c'est toujours inspirant de savoir comment ils ont fait, comment ils ont démarré, pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'était leur première vie quand ils sont sortis du biberon ou est-ce qu'il y a eu des méandres avant d'y arriver. Donc, il y a plein de pépites à prendre. Et puis, la deuxième partie de cela, donc cette semaine-là, vous vous inscrivez. Vous avez des vidéos qui sont dispo, ouais, ça va être en dessous. Vous avez des vidéos qui sont dispo, alors attention, entre 24 et 48 heures maximum. Donc si vous voulez voir Gabriel, ça sera 24 heures et pas plus. Si vous voulez voir Yannick Alain, ça sera 24 heures et pas plus. Amel Gajdan, ça sera 24 heures et pas plus, etc. Donc soyez quand même bien réguliers et bien là. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, on parlera de la liberté financière, de devenir libre, riche avec le programme Richesse et Liberté, pour ceux qui auront envie d'en savoir un petit peu plus. Génial. Donc la semaine de la liberté financière, des intervenants tous les jours pendant une semaine, c'est ça, d'où le nom? Absolument. J'ai bien calculé. Pas mal, hein, perspicace. Ouais. C'est gratuit. C'est en ligne, c'est où vous voulez dans votre bain. Le lien est dans la description, ça commence dans les jours qui viennent. Inscrivez-vous, vous m'y retrouverez bien sûr pour parler startup, mais vous retrouverez Nathalie évidemment, et puis plein d'autres experts sur plein de sujets, mais toujours sur l'investissement. Donc ça, c'était le message important à faire passer. Le lien est juste en dessous dans la description. Ne ratez pas. Il faut s'inscrire dès maintenant. Hein. Comme ça, quand ça commence, c'est ça. Vous vous inscrivez surtout dès comme maintenant. ça, voilà, vous avez un petit mail de rappel qui vous dit qui vous allez voir et comment vous allez pouvoir avoir le lien. Et la Super. vidéo. Impeccable. Dernière question, Nathalie, pour terminer. C'est la question que tu redoutes. Ou pas, on ne sait pas. On sait pas, ouais. On va voir. Est-ce que, donc, la question, c'est une question que je te précise que j'ai volée à Tim Ferriss. Elle n'est pas de moi, mais je la trouve superbe. Et donc, je lui vole. C'est si tu avais donc un billboard, un panneau d'affichage géant que tu pouvais afficher en plein centre-ville, en plein Paris, en plein New York, hein, on peut rêver, et sur lequel tu pouvais écrire ce que tu veux pour aider, pour inspirer, pour faire ce que tu veux, écrire ce que tu veux, à part bien sûr faire ta pub et dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ce qui serait pas mal aussi, hein, et bien sûr le lien de la chaîne de Nathalie dans la description, etc. Qu'est-ce que tu écrirais sur ce panneau? Alors, pendant que tu étais en train de me parler, je me suis dit, effectivement, dans la logique de notre entretien, ça pourrait être quelque chose comme amusez-vous. D'accord. Pas mal. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je crois que je poserai une question. Et je crois que la question, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Génial.
Bon, Donc, si j'écris, ça sera ça. super, j'adore. Merci beaucoup Nathalie pour Merci à ton toi. temps. On te Vraiment retrouve. très agréable. Bah écoute, moi aussi, voilà, on te retrouve donc dans la description, on te retrouve dans les jours qui viennent, dans la description sur YouTube bien sûr, dans la description pour la semaine de la liberté financière qui commence dans quelques jours, et puis sur ton site internet, etc., etc. Chouette. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu mets un emoji pour nous le dire, qu'est-ce que tu veux comme emoji? Et je ne sais pas, tu me proposes quoi? Un truc qui sort de l'ordinaire, et ben Petite fleur. voilà, une fleur, c'est très bien. Tu mets Petite fleur. un emoji fleur en commentaire si tu as regardé jusqu'au bout, comme ça on saura. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.